Actuellement, on est sur deux sujets. Un qui se termine, c'est ce qui concerne la masse volumique. Vous voyez, je le surligne ici sur mon écran. Donc vous pouvez le voir. Voilà. Donc le travail sur la masse volumique. Je vous rappelle que la masse volumique, c'est un sujet assez difficile. On en parle en cinquième, on en parle en quatrième, on en parle en troisième. Pour le rendre le plus simple possible pour vous, quand vous entendez des masses volumiques, je pense que le mieux, c'est que vous vous disiez: ah, c'est combien pèse 1 cm3 de matière. Un petit cube d'1 cm de côté. On avait fait ça avec la pomme de terre. Donc voilà, donc c'est ça la masse volumique. C'est la masse d'un volume de base, on va dire. Hein. Et donc on a vu un certain nombre de choses concernant la masse volumique, comment faire des calculs aussi, et des petits problèmes à régler avec ça. Hein. Alors en termes de documents, donc je vous ai donné, je vais montrer tout de suite, un document qui s'appelle attendu, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir. Ces documents qui s'appellent attendu, le but c'est de vous permettre de pointer, hein, de noter vous-même pour les choses qu'il faut savoir et aussi les choses qu'il faut savoir faire. Document d'attendu, c'est pas la première fois que je vous en donne un. J'essaie de vous en donner un pour chaque chapitre parce que ça vous permet de pointer vous-même ce que vous savez ou pas. Hein, et ça vous permet ensuite d'aller voir si vous avez besoin pour avoir des informations dans le cours, comprendre, dans le livre aussi, on peut aller voir ou bien me poser des questions. Vous voyez cette fiche d'attendu donc qui est maintenant sur votre écran. Donc il y a ce que vous devez savoir, alors les définitions, les unités, les tableaux de conversion, l'appareil qu'on utilise, comment on fait pour mesurer une masse, quelques connaissances, bref. Donc dans ce tableau-là, l'idée c'est que vous cochez. Hein, donc vous l'avez, il a été distribué. Hein, vous cochez. Si vous savez, vous cochez sur la droite, là où c'est marqué je sais. Hein. Vous n'êtes pas sûr, vous cochez là. Donc ça veut dire qu'il faut que vous revoyez ça. Si vous ne savez pas, ben, c'est que vous avez besoin de faire un travail un peu plus approfondi hein, pour savoir. Donc voilà, la masse volumique. Hein, donc avec un document de cours. Et donc le document de cours, il est là. Et ensuite, il y a eu des exercices, puisque le but, toujours, c'est de appliquer les connaissances. Hein. Appliquer les connaissances, être capable de faire des choses avec. Euh, on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la masse volumique. On va agrandir un peu. Voilà, donc la feuille sur la masse volumique que vous avez, donc il y a des exemples, il y a des formules. Il faut bien relire ça. Hein. Voilà, il y a plein d'exemples, des calculs. Il y a une vidéo aussi que vous pouvez activer en allant voir le document sur Pronote. Donc la formule M masse égale ρ fois V. Hein. Masse volumique fois volume. Voilà. Et le P, un peu arrondi, là, on l'appelle ρ. Ça se dit ρ. Voilà. Après, si on veut calculer la masse volumique, il faut diviser la masse par le volume. C'est ce qu'on avait fait avec la pomme de terre. Et bon, et après il y a d'autres explications, hein, vous lirez, on va pas tout lire là, la méthode qu'on avait utilisée pour mesurer par exemple, hein, et puis un petit résumé sur la masse, le volume, la masse volumique, comment utiliser la formule. Puis après ça, il y a le tableau de conversion. Hein, le tableau de conversion qu'il faut être vraiment à l'aise avec ça en sciences, puisqu'on a souvent besoin de convertir des unités, des longueurs, des surfaces, des volumes. Hein. Et donc le tableau de conversion est différent. Si c'est des surfaces, il y a 2 colonnes par unité. Et si c'est des volumes, il y a 3 colonnes par unité. Hein, donc c'est pour ça qu'il y a des exercices que je vous avais donnés pour travailler là-dessus. Et puis après, il y avait un petit résumé à propos des formules. Hein, donc ça, c'est le document concernant la masse volumique que vous avez. Tiens, il y a Amélie qui vient. On va la mettre en plus. Voilà. Bon, et donc après ça, ben, il y a les exercices que vous avez faits. C'était le travail à faire que vous aviez pour
pour le début de l'année, hein, qui avait été donné avant les vacances. Et donc on va regarder un petit peu ces corrections. Après ça, on va regarder les corrections concernant les exercices d'approfondissement de la masse volumique, qui étaient donnés pour cette semaine. Voilà. Et après, on va voir le nouveau sujet, c'est-à-dire la température de changement d'état, pour lequel il y a aussi des exercices à faire. Donc on va regarder ça, et puis je pense qu'après on aura fini notre séance. Alors en ce moment, viennent sur mon ordinateur les exercices. Les premiers exercices sur la masse volumique qu'on va corriger. Donc vous, c'est important de bien les corriger dans vos classeurs. Hein. Vous regardez, vous prenez le temps avec ça, vous les faites apparaître sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. C'est mieux sur un ordinateur parce que c'est plus gros. Hein. Voilà. Bon, donc les premiers exercices, c'était des connaissances. Hein. Comment faire pour mesurer la masse d'un liquide. Bon, il faut poser le récipient sur la balance. Après, on fait la tare. C'est-à-dire, on met un 0 une fois que le récipient est sur la balance. On verse le liquide, puis après, on lit le résultat. Hein. Pour mesurer le volume d'un solide à l'aide d'une éprouvette graduée, il faut mettre de l'eau, mesurer, enfin regarder la mesure, rajouter le solide, le niveau de l'eau va monter, on mesure de nouveau, puis après on fait la soustraction. Là, on avait fait, voilà, c'est le schéma qu'on voit là. Ça, on l'avait fait en classe, hein, avec la pomme de terre, ce schéma-là. Bon, c'est un schéma qu'il fallait compléter. Moi, je l'ai fait là, sur une feuille aussi. Hein. Donc ça, vous avez accès à tout ça sur Pronote. Voilà. Je passe assez vite, hein, puisque on a d'autres choses pour le travail en ce moment. Donc la bouteille d'huile. Alors là, on va prendre un peu plus de temps là, parce que ça, c'est les calculs. Donc si vous avez un problème de ce genre-là, on vous dit, tiens, voici une bouteille de volume 33 centilitres. C'est là, 33 centilitres. Et dedans, il y a de l'huile. Et la masse volumique de l'huile, c'est ρ égale 0,920 kg par litre. Ok. Quelle est la masse d'huile? Voilà. Voilà, problème, disons vraiment de base, facile, simple, normalement. Et là, donc, il faut tout de suite se dire, ah, je sais que la masse, c'est la masse volumique, ρ fois le volume. Il faut garder ça en réflexe. Voilà. Du coup, on a le volume, on a la masse volumique, il faut juste faire attention aux unités. Parce que là, le volume, il est donné avec des centilitres. Alors que dans la masse volumique, c'est des litres. Hein, donc il va falloir changer les centilitres en litres. Donc 33 centilitres, ça fait 0,33 litres. Du coup, on va écrire comme ça. Hein. Masse volumique 0,920. Toujours, on prend l'habitude en science de mettre les unités à l'intérieur des calculs, pour bien se rappeler ce que c'était les unités. Hein. 0,920 kg par litre, et là, fois le nombre de litres, donc 0,33 litres. Et là, on voit bien qu'on ne s'est pas trompé avec les unités. Bon, ensuite, on fait le calcul. Théom, je vais te donner la parole dans une seconde. Hein. Ouais, donc on fait le calcul, et on arrive ici à un résultat en kilos, qui est en bas. Là, je l'entoure, hein, 0,304 kg, qu'on peut transformer en grammes, 304 grammes. Voilà. Donc voilà, vraiment le calcul de base, hein, le plus simple qu'on puisse faire quasiment avec calculer une masse quand on connaît la masse volumique. Alors je donne la parole à Théom qui veut poser une question. On va aussi donner l'accès à Claire. Voilà. Allez, on écoute Théom. C'est parti. Ouais, alors j'ai mis... Donc la formule que j'ai écrite, tu vois, c'est M égale ρ fois V, d'accord? Théom? Ok? Ça, c'est la formule qui permet de calculer la masse. M, c'est la masse. Hein.
combien pèse quelque chose. Quand on connaît la masse volumique, qui est ρ, et le volume. Alors ici, on connaît la masse volumique de l'huile, c'est 0,920 kg par litre. D'accord? Et on connaît le volume, c'est 33 centilitres, c'est-à-dire 0,33 litres. Du coup, on multiplie la masse volumique par le volume. On multiplie 0,920 par 0,33. Et on trouve ce que... Ok, c'est bon? C'est parfait. Et donc on trouve, c'est bien de poser des questions. C'est vraiment le moment, puisque autrement, je peux pas vous répondre, sauf quand vous me posez des questions. Plusieurs le feront, sur les discussions de 3 notes par exemple. C'est bien de répondre. Et c'est bien de poser des questions. Voilà, je vais... Donc, bon, première sorte de calcul. Après, il y a une autre question, c'est est-ce que l'huile flotte sur l'eau? Alors, pour répondre à des questions comme ça, il faut comparer les masses volumiques. C'est-à-dire quand on a deux substances, par exemple de l'huile et de l'eau, eh bien, la substance qui a la masse volumique la plus petite va flotter sur l'autre. Sauf s'ils se mélangent, bien sûr. Mais l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Alors, il y a une chose à retenir, c'est que la masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Ça, il faut savoir par cœur. 1 kg pour 1 litre. Mais ça, c'est pour l'eau. Et pour l'huile, vous voyez, c'est 0,920 kg par litre. Du coup, l'huile, 1 litre d'huile, disons, est plus léger que 1 litre d'eau. Et du coup, l'huile va flotter sur l'eau. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire en cinquième. Décider lequel des deux va flotter sur l'autre. Voilà. Bon, c'est pas très difficile, il faut juste se rappeler que si l'un des deux a une masse volumique plus faible, c'est lui qui flotte sur l'autre. Alors après, on avait d'autres exercices, donc avec un peu pareil avec le sapin. Donc là, j'ai mis tous les calculs en correction, donc vous pourrez regarder. Donc le sapin, sa masse volumique, c'est 0,460 kg par litre. 0,46, si vous voulez. Donc du coup, ça va flotter sur l'eau, puisque l'eau, c'est 1 kg par litre. Voilà, ça on peut déjà le dire. Et après, pour calculer la masse, on fait comme tout à l'heure. On fait les conversions, et puis on multiplie la masse volumique par le volume. Il faut faire bien attention aux unités. C'est toujours le problème, ça. Donc le calcul, il est là, en bas. Vous voyez, j'entoure. Donc on trouve 23 grammes, finalement. 23 grammes de bois, de sapin. Et quand on compare les masses volumiques, on voit ça dans le bas du document, là, on peut décider, prouver, en comparant les masses volumiques, que le bois sapin va flotter sur l'eau. Avec du fer, ça irait pas, parce que le fer a comme masse volumique à peu près 7,8 kg par litre. Vous voyez, par rapport à 1 kg par litre pour l'eau. Le fer, il est 7,8 fois, presque 8 fois plus lourd. Donc c'est pour ça que le fer va couler. Sauf quand on fait une coque de bateau, parce que quand on fait une coque de bateau, pour avoir la masse volumique du bateau, il faut tenir compte aussi de l'air qui est à l'intérieur, qui donne du volume. C'est pour ça que du fer, quand on fait un bateau, un pétrolier, un gros bateau comme ça, par exemple, quand on fait un gros bateau en fer, il peut flotter parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air. S'il était plein de fer, il ne flotterait pas. Voilà. Alors après, on avait utilisation des produits gradués, les lectures, un petit exercice qu'on a déjà fait en classe aussi. Donc je passe toutes les conversions d'unités. Alors ça, franchement, il faut vraiment bien le travailler, parce que faut jamais être bloqué par les conversions d'unités. Donc essayez de bien corriger cet exercice si vous l'avez pas déjà fait, le numéro 12 qui est là. Et puis après, il y avait la question de l'anneau en or, avec trouver la masse. Donc ça, c'est un problème un peu plus difficile, puisqu'il y avait plusieurs choses à faire. Alors il y a tous les détails. Après, il y a deux autres exercices dans ce livre qu'on a en classe, le livre scolaire. Quand c'est vert, c'est bien détaillé au niveau de toutes les étapes qu'il faut suivre pour réussir à faire l'exercice. Orange, il y a moins de détails au niveau des étapes, moins d'étapes qui sont données. Et puis rouge, là il y en a encore moins. Alors ici, donc on va quand même regarder cette correction, je voudrais la commenter un petit peu. Donc on a un anneau.
un anneau en or et une pierre précieuse. D'accord. Qui est fixée sur l'anneau. Alors, on connaît le volume de l'anneau et on connaît la masse de la pierre précieuse. Donc voilà les deux choses qu'on va connaître. Et on sait aussi que l'or a une masse volumique de 16 500 grammes par litre. Ça veut dire 16,5 kilos. Un litre d'eau pèse 1 kilo. Un litre de fer, 7,8 kg. Et l'or, c'est plus lourd, puisqu'on arrive à presque le double du fer, 16, ouais, plus que le double du fer d'ailleurs. Ok, alors le problème, c'est de trouver la masse totale, au total. Combien va peser la bague, et aussi l'anneau seul. Alors on vous donne les étapes. Déjà, le volume de l'anneau en millilitres. Bon, ça c'est facile. On a 0,24 cm3, j'écris à côté. La correction est complète en dessous, mais j'aimerais bien que profiter du fait que vous soyez là pour bien vous expliquer. Alors, il faut se rappeler qu'un centimètre cube et un millilitre, c'est pareil, c'est la même chose. Du coup, la conversion, elle est simple, on ne change rien du tout. On a juste à écrire le changement d'unité, mais c'est le même nombre. Bon, alors maintenant, il faut aussi être capable de convertir la masse volumique de l'or en grammes par millilitre. La masse volumique de l'or, je vais écrire ici ρ, elle est donnée elle est 16 500 grammes pour 1 litre. Donc 16 500 grammes. On peut écrire comme ça si on veut, pour faire les calculs. On dit ça c'est divisé par 1 litre. Mais 1 litre c'est aussi 1000 millilitres. Donc on peut écrire ça fait 16 500 grammes divisé par 1000 millilitres. Donc là, du coup, on a fait apparaître les grammes et les millilitres. Et maintenant, on peut diviser 16 500 par 1000. Donc on déplace la virgule de 3 rangs. Et donc on arrive à 16,5 grammes par millilitre. Voilà. Donc ça, c'est les calculs. Donc il faut être un peu à l'aise en maths, au niveau des calculs, pour réussir aussi en physique. Maintenant, on veut calculer la masse de l'anneau. Alors, la masse de l'anneau, on sait que j'ai la formule avec la masse volumique. Rho fois V. Alors, Rho, 16,5 grammes par millilitre. Multiplié par le volume. Le volume, on a vu, c'est 0,24 millilitres. Voilà. Donc on fait ce calcul et on trouve, alors je vais aller voir en dessous, je pourrais prendre la calculette pour le faire, mais on va essayer de gagner un peu de temps. Donc 16,5 grammes par millilitre multiplié par 0,24 millilitres, ça fait moins d'un millilitre, donc ça fait normalement moins de 16, ça va faire 0,24, c'est presque 0,25, c'est à peu près un quart. Donc 16 divisé par 4, ça devrait faire dans les 4. Vous voyez, on peut réfléchir comme ça, de tête. Alors qu'est-ce que ça fait? Et ben, le résultat, il est à 3,86 grammes. Ok, 3,86 grammes. Très bien. Alors ça fait 3,86 grammes. Vous voyez, c'est pas loin de 4, effectivement. Donc on va écrire... Voilà. Donc on a trouvé la masse de l'anneau en or. Après on fera une petite phrase. 3,86 grammes. Voilà. Très bien. Alors ça c'est l'anneau seul. Maintenant la masse totale. Bon, la masse totale, ça va être facile. On rajoute les 20 grammes qui sont là. Les 0,20 grammes, pardon. Et puis les pierres précieuses. Donc ça va faire 3,86 plus 0,20. 3,86 plus 0,20 grammes. On écrit toujours les unités. Hop, voilà. Et ça, on peut calculer rapidement, ça va faire 4,06 grammes. Voilà. Du coup, on a trouvé la masse totale. Et après, on peut faire un calcul de pourcentage pour finir. Bon, voilà. Ça, c'est un problème déjà un peu plus complet que le premier que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui était juste une application directe de la formule. Là, il faut un peu des étapes. Il faut chercher
la méthode, quoi. Hein, voilà. Donc après, on fait le calcul de pourcentage. Alors dans le calcul de pourcentage de la correction, il y a une petite erreur. Il faudra faire attention à ça. Qui a été... j'ai pris le corrigé hein, sur le livre. La petite erreur, elle est là. Le x100 qui est là. Il faut le mettre derrière, là. x100, comme ça. Quand on fait un calcul de pourcentage, on fait la division et après on multiplie par 100. Donc 3,96 divisé par 4,16 et x 100, ça donne 95,2%. Voilà, donc cet exercice hein, qui est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ou pas? Ça va? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous m'entendez bien? S'il vous plaît. Très bien, je vois que ça va aussi. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser la main. Bon, donc dans le même genre, on va dire, hein, il y avait d'autres exercices qui étaient une statuette en bois et en métal, ok, avec un peu moins d'explications, mais c'est la même méthode, donc la correction est en dessous. Et puis aussi une bille en acier. Donc c'est les mêmes façons de calculer, avec les mêmes étapes. Voilà. Là, il y a encore une fois l'erreur hein, de... Faut faire attention à ça, là, ici. C'est pas bon, hein, là. Faut que ça soit là, ça. Faut que ça soit ici. Fois 100. Et on le met fois 100. On fait la division et après on multiplie par 100. Petite erreur de... Comment dire? Frappe, comme on dit. Hein, ok. Madeleine? Ouais, je te donne la parole, Madeleine. Ah non, Madeleine, elle a baissé la main. Tu veux poser des questions, Madeleine, ou pas? Lève la main dans ce cas, si tu veux. Sinon... Bon, ok. Allez, on continue. On continue le cours. Bon, voilà. Alors ça, donc c'est la... C'était cet exercice-là, donc, qui était à faire pour la semaine dernière. Et puis, ensuite, je vous ai donné des exercices à faire un peu plus compliqués, un peu plus... un niveau un peu plus élevé. Hein, on appelle ça approfondissement. Et c'est ça qui était à faire pour cette semaine, en fait. Donc là, on va regarder la correction. Comme ça, ceux qui l'ont déjà envoyé, ben, vous allez pouvoir corriger. Et ceux qui ne l'ont pas encore envoyé, vous allez pouvoir l'envoyer. Et vous avez toujours le droit de le renvoyer, hein, si vous voulez, après une correction. Hein, vous montrer que vous avez amélioré votre travail. Pas hésiter. Moi, je note au fur et à mesure que vous m'envoyez les documents. Je vous réponds hein, sur le mail. Et puis... puis certains travaux, je vais les noter. Hein, par exemple, le travail d'évaluation que vous avez fait. Alors, on va voir s'il y a des problèmes avec la correction. Donc là, je ne vous avais pas demandé de m'envoyer les deux. Hein, je vous avais demandé juste le problème de la page 176, où il est question donc d'une balle de fusil. Hein, cette balle de fusil, ça, je vous avais demandé de m'envoyer, mais... avant ça, il y a un exercice aussi où il fallait extraire des informations d'un graphique. Hein, ça, c'est une chose qu'il faut apprendre à faire en sciences. On a souvent besoin. Il apparaît. Voilà. Donc c'est un exercice où il y a... En fait, il y a 3 liquides. Il y a de l'huile, de l'eau et de l'alcool. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile ne se mélange pas avec l'eau et ne se mélange pas non plus avec l'alcool. Hein, l'huile n'est pas miscible, comme on dit, avec l'eau et l'alcool. Par contre, ils se mélangent entre eux. Bon. Et la masse volumique, elle va dépendre de la quantité d'alcool. Plus on met d'alcool, et plus ça sera léger, si vous voulez, pour le même volume. Alors pour répondre aux questions, il faut utiliser le graphique qui est là. Hein, et en faisant des tracés sur ce graphique, ou en relevant ça avec une règle sur votre écran, hein, vous pouvez trouver les réponses. Alors pour trouver la masse volumique d'un mélange contenant 40% d'alcool et 60% d'eau, eh bien voilà le schéma. Hein.
40% d'alcool, vous voyez, c'est là. 40%. Regarde là. Hop. Ici, 40%, c'est là. Voilà, 40% d'alcool. Après, on fait le tracé et on trouve que 40% d'alcool, ça nous fait une masse volumique de 950 grammes par litre. En gros, plus il y a d'alcool et plus ça va être léger. Vous voyez que par exemple, s'il y a 100% d'alcool, tout à droite du graphique, on arrive à 800. Plus léger. Hein. Plus il y a d'alcool, plus c'est léger. Et moins il y a d'alcool, et plus on se rapproche de 1000, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau. Hein. Quand il y a 0% d'alcool, eh ben, c'est que de l'eau. Du coup, on trouve le 1 kg pour un litre, c'est-à-dire 1000 grammes. Voilà. Donc, il faut être à l'aise un petit peu avec tout ça. Hein, pour, encore deux qui arrivent. Voilà. Bon. Donc, on répond aux questions en utilisant le graphique. Donc, vous regarderez bien hein, ça. Là, je vous fais confiance, hein, puisque comme on n'est pas en classe, hein, vous faites les choses, c'est vous qui décidez de le faire. Voilà, donc il y a un certain nombre de relevés à faire. Et après, il faut aussi dire, est-ce que l'alcool flotte sur l'huile ou est-ce que l'huile flotte sur l'alcool? Donc pour ça, on va comparer les masses volumiques, comme tout à l'heure, on avait déjà dit avec le bois, par exemple. Vous voyez, par exemple ici, voilà, on a la masse volumique de l'alcool, 800 grammes par litre, la masse volumique de l'huile, 915 grammes par litre. Donc, c'est l'alcool qui flotte au-dessus de l'huile, à condition qu'il ne se mélange pas. Hein. Par contre, si on prend de l'huile et de l'eau, eh bien, la masse volumique de l'huile, c'est 915 grammes par litre. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 grammes par litre. Là, c'est l'huile qui flotte sur l'eau. Et puis, si on fait un mélange d'alcool et d'eau avec 60% d'alcool, on arrive pile à la même masse volumique que celle de l'huile. Ça, on le voit sur le graphique, un peu au-dessus. On va vous remontrer. Du coup, il n'y a aucun qui flotte sur l'autre. Hein. Vous voyez, quand on a 915 grammes par litre, ici. Hein. Voilà. Vous voyez, sur la gauche, hein, j'ai entouré 915 grammes, ça fait 60% d'alcool. Là, on se retrouve avec la même masse volumique. Du coup, on va avoir cette situation où le mélange eau-alcool et l'huile vont flotter l'un sur l'autre, mais un peu rentrer dedans aussi, hein, comme sur la photo. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on arrive à avoir l'huile qui vient se mettre au milieu, disons, de l'eau et de l'alcool. Ok, bon voilà. Donc ça, c'est un exercice donc de traitement de données un petit peu qu'on trouve dans un graphique. Après, il y avait des dessins. Hein. On pouvait représenter l'alcool au-dessus de l'huile, on pouvait représenter l'huile au-dessus de l'eau. Vous verrez tout ça. Et le deuxième, c'était le problème avec la balle. Et donc, le problème, il est avec une mesure. Elodie, qui mesure donc le diamètre de la balle. 1,9 cm. Et une formule. Alors la formule, elle est marquée là, elle est donnée par son grand-père. Et il faut comprendre ce qu'elle veut dire cette formule. Parce que parfois, en cinquième, vous avez un peu de mal. Parce que finalement, cette écriture-là, 4 tiers pi r au cube, ça veut dire 4 tiers, 4 divisé par 3, hein, fois pi, 3,14, hein, fois r au cube. Et r au cube, c'est r fois r fois r. Voilà ce qu'elle veut dire, cette formule. 4 divisé par 3, multiplié par pi, multiplié par r, multiplié par r, multiplié par r. C'est-à-dire que là, il va falloir faire, je vais écrire, hein, 4 divisé par 3, fois pi, fois le rayon. Alors le rayon, c'est la moitié du diamètre. Hein. C'est la moitié de 1,9. La moitié de 1,9, c'est 0,95. Hein. Donc il faut faire 0,95 fois 0,95 fois 0,95. Voilà le calcul à faire pour trouver
le volume de la balle de fusil. Ok. Bon. J'ai mis une virgule en trop là. Voilà. Ok. Bon, alors à partir de ça, il faut ensuite trouver soit la masse volumique de la balle pour la comparer et voir si c'est du plomb. Puisque le jeu, en fait, c'est le grand-père qui dit à Elodie, si tu prouves que c'est du plomb, je te donne la balle. Donc pour ça, il va falloir soit travailler avec la masse volumique, soit avec la masse. Et la connaissance qu'on vous donne supplémentaire, c'est qu'est-ce que ça veut dire calibre 12 ? Parce que calibre 12, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors il y a un exemple là, pour calibre 12. Je vais effacer un peu ce que j'ai écrit. Hop. Voilà. Vous voyez, calibre 12, hein, c'est marqué là. Ça veut dire quoi, calibre 12 ? Ça veut dire... Alors si c'était calibre 16, ça voudrait dire que dans une livre de plomb, il y a 16 billes. C'est ça que ça veut dire calibre 16. Et une livre, c'est une mesure ancienne, hein, ça. 489,5 grammes. Une livre de plomb, 489,5 grammes. Si c'est calibre 16, il y a 16 billes là-dedans. Si c'est calibre 12, il y a 12 billes là-dedans. Ça veut dire qu'une bille, elle va peser 489,5 divisé par 12. Et comme ça, on va savoir combien pèse une bille. Et après, avec la masse volumique, on va pouvoir comparer, voir si c'est du plomb. Voilà. On va regarder la fin de la correction, mais juste avant, je vais donner la parole à Zoé. Alors, Zoé, voilà. On écoute Zoé. Exactement, ouais. C'est pour ça que c'est une mesure un peu bizarre, quoi. Hein, en fait, plus le calibre est grand, plus la bille est petite. Par exemple, si on avait un calibre 1, ça serait un boulet de canon qui ferait 489 grammes, un demi-kilo, presque un demi-kilo de plomb. Mais tu as raison, hein, bien vu. Très bien. Très bien compris, Zoé. C'est très bien. Voilà. Bon, donc la fin de la correction, une fois que j'ai expliqué un peu tout ce problème, hein, donc si vous ne l'avez pas déjà envoyé, vous me l'envoyez, et si vous voulez le renvoyer parce que vous dites « Ah zut, je me suis trompé », vous pouvez me le renvoyer aussi. Hein. Le but c'est d'apprendre, hein. Pas grave si c'est faux à un moment. Donc là j'ai mis tous les détails de calcul. Alors moi je suis passé par le calcul de la masse. Hein. Donc 40,8 grammes en divisant par 12. Les 489,5 grammes de la du calibre, enfin de la livre de plomb. Hein. Voilà. Donc j'ai utilisé la formule de la masse volumique et après je compare les deux masses. On a 40,6 et 40,8. Alors c'est pas loin l'un de l'autre. Du coup on dit bah oui ça doit être du plomb. Hein. Entre 40,6 et 40,8 il n'y a pas beaucoup grand écart. 0,2 grammes. Et d'autres parmi vous qui m'ont envoyé le travail, vous l'avez fait avec la masse volumique. Vous avez calculé la masse volumique que ça donne, et vous avez comparé avec les 11,3. Donc il y a deux façons finalement de faire le problème. Bon voilà, donc ça c'était le problème à rendre pour cette semaine. Maintenant on va passer au travail qu'on a commencé. Donc les documents, je vous ai donné, ils sont sur Pronote, en lien. Et autrement, j'ai donné à vos profs pour qu'ils vous les distribuent. Hein. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, vous aurez les documents pour les mettre dans votre classeur. Alors nous, on va regarder un peu. Donc le sujet, c'est la température de changement d'état. Et l'idée, c'est que la matière a une propriété spéciale qui est à quelle température elle change d'état. Par exemple, quand la glace devient de l'eau liquide, quand la glace fond, ça se fait à 0 degré Celsius. Mais ça, c'est pour l'eau.
Si on prend une autre substance, je prends comme exemple, par exemple, un produit pétrolier qui s'appelle le cyclohexane. La température à laquelle le cyclohexane va passer de l'état solide, hein, gelé, hein, à l'état liquide, ça ne sera pas 0, ça sera 6,5, 6,5 degrés. Si je prends une autre substance encore, comme le fer, il va devenir liquide aussi, mais il faudra une température plus élevée. Hein, ça sera dans les... je ne l'ai plus en tête. Dans les 1500, on va dire. Ou 1735. Hein, on va vérifier après sur le document. Vous voyez, donc chaque substance pure a une température bien spéciale, correspondant au changement d'état. Je rappelle, les changements d'état, il y en a deux possibles, c'est soit entre solide et liquide, ou alors entre liquide et gaz. Et dans les deux sens. Hein. Et pour les deux sens, c'est la même température. Par exemple, si on va de solide vers liquide, eh bien de liquide vers solide, c'est la même. Par exemple, pour l'eau, à 0 degré, l'eau liquide devient solide, et l'eau solide, la glace, devient liquide. Bon, alors, normalement, en classe, on fait des expériences. Alors ici, sur le document, bien sûr, là, il faut prendre la version sur Pronote. En cliquant, vous allez trouver les expériences. On ne peut pas les faire aller au collège, parce que j'y suis pas. Mais il y a des vidéos des 6 expériences qu'on peut faire. Donc là, c'est sur YouTube, donc vous cliquez, vous regardez. Hein, vous regardez l'expérience. J'ai mis la durée à chaque fois. Comme ça, vous pouvez voir les 6, un peu comme si vous les faisiez, même si on ne les fait pas ensemble. Et après avoir eu les expériences, il y a la fiche de cours. Donc on va regarder la fiche de cours. Et après, il y a les exercices. Encore un petit coup d'œil sur la fiche de cours. Une petite explication aussi. Voilà, la fiche de cours. Donc celle-là, peut-être que vous l'avez déjà reçue de la part de votre prof, qui doit les distribuer. Peut-être pas, mais vous l'aurez toutes. Et il faut la mettre dans le classeur partie cours. Voilà, on va regarder. Alors sur cette fiche, il y a une petite explication introductive pour dire voilà où on en est. On a étudié la masse volumique et maintenant on a une nouvelle propriété de la matière qui s'appelle la température de changement d'état, qui permet d'identifier une substance. Après ça, il y a les expériences. Donc pour les trouver, il faut cliquer mais sur le document qui est sur l'ordinateur ou bien sur le téléphone. Et après, donc les conclusions des expériences. C'est là que je voudrais expliquer un petit peu. Alors ici j'ai mis une courbe qu'on a tracée en classe avec les mesures, c'est la température en fonction du temps. Là j'ai mis toutes les minutes. Toutes les minutes, en fait on chauffe de l'eau qui est gelée. On part. Vous voyez ici, on va analyser un peu le graphique parce que il faut comprendre. Hein. Là, on part de moins 7 degrés, ici. Donc ça, l'eau, là, elle est à l'état solide, c'est la glace. Hein. Et on va monter jusqu'à 12 degrés, là, vous voyez, ici. 12 degrés. Bon. Alors, on pourrait se dire, tiens, peut-être que la température va augmenter régulièrement. Mais non, on se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial. C'est que quand on arrive à 0, pendant un certain temps, la température ne change plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au départ, on a de l'eau solide, S. Ici, ça commence à fondre. Hein, donc on a toujours du solide et aussi du liquide. Et petit à petit, il y a de moins en moins de glace. Et quand il n'y a plus du tout de glace, quand il y a le dernier grain de glace qui disparaît, là, la température augmente de nouveau. Et donc là, tout est liquide. Voilà. Donc c'est ça qui est un peu spécial, c'est que quand on a une substance pure, le changement d'état, il se fait à température constante. La température ne change pas. Et la température, ici 0, elle dépend de la substance. Hein, pour l'eau, c'est 0 degré. Pour le cyclohexane, sur le côté, il y a marqué, hein, là, il y a quelques exemples, 6,5. Pour le fer, 1535 degrés. Voilà. Alors on peut faire la même chose aussi pour l'ébullition, c'est-à-dire lorsque l'état liquide devient état vapeur, état gazeux. Hein. Donc vraiment à retenir, c'est que pour une substance pure, hein, pas pour un mélange, pour l'eau salée, ça ne ferait pas comme ça. Il n'y aurait pas ce palier horizontal.
hein, pour une substance pure, quand il y a un changement d'état, il y a un palier horizontal. Ça veut dire que si on n'a pas de palier horizontal, ça veut dire que c'est pas pur. C'est pas une substance pure. Voilà. Question de Théôme. On va donner la parole. Après, on va juste regarder les exercices que je vais donner à faire pour la semaine prochaine. Alors, le cyclohexane, Théôme, c'est un produit pétrolier, hein, qui vient du pétrole. Un peu comme l'essence. En fait, à partir du pétrole, on peut extraire toutes sortes de substances. On peut extraire, je sais pas, on connaît par exemple le white spirit, hein, ça c'est du pétrole aussi. On peut, le cyclohexane c'est un autre, c'est un peu comme l'essence, disons. Ok. Faut cliquer sur ton micro hein, si tu veux dire quelque chose. Ok, bon voilà. Donc ça c'est l'explication. Donc la bonne façon de faire pour vous, c'est de regarder les expériences sur YouTube en cliquant sur les liens qui sont dans le document là. Hein, vous cliquez là-dessus, vous regardez les 6 expériences. Bon après si vous en avez marre, au bout d'une ou deux, c'est plus ou moins toujours la même chose, hein, mais c'est bien de les regarder. En classe on aurait fait ça en tout cas. Et après, en bas il y a des cours plus détaillés aussi. Hein, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont là. Cours, solidification, fusion, cours, vaporisation. Il y a plein d'explications. Alors juste une chose, c'est que la température d'ébullition, c'est-à-dire par exemple quand l'eau devient vapeur, elle dépend de la pression. Hein. Si la pression est plus élevée dans une cocotte minute, la température va être plus élevée. Par contre, si la température baisse, par exemple on va en haut du Mont Blanc, et bien dans ce cas, la température à laquelle l'eau va bouillir sera plus faible, dans les 80 degrés par exemple, en haut du Mont Blanc. L'influence de la pression, il faut se rappeler ça. Hein. Donc là, on va regarder un petit peu les exercices que je vous ai proposés. Je vais un peu vous expliquer. Et puis après, on aura fini. Donc les exercices qui sont là. Le travail que vous devez faire, hein, c'est bien étudier le document, regarder les vidéos des expériences. Après, vous essayez de faire les exercices sur votre classeur. Et moi, je vous demande juste de m'en envoyer un par photo. Le 17, page 63, niveau vert. Hein. Pas de me les envoyer tous. Mais bien sûr, vous essayez quand même de les faire tous. Pas mal. Bon, donc voilà, dans ce premier exercice, pour lequel d'ailleurs il y a la correction dans le livre, on vous donne une courbe et il faut répondre à des questions. Il faut dire, voilà, est-ce que c'est un corps pur? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est une solidification? Est-ce que c'est une fusion? Et en utilisant le tableau qui est en dessous, il faut dire ce que c'est comme substance. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de l'acétone, du chlorure de sodium, l'eau salée? Hein. Voilà. Donc vous regardez, vous répondez, et puis il y a les corrections. Comme ça, vous pouvez vérifier tout de suite. L'exercice d'après, c'est la même chose, avec une autre courbe. Hein. Après, dans les 17 pages 63, on vous demande de tracer un graphique et de regarder une fiche méthode. Donc on vous dit, regardez la fiche méthode, page 452, et c'est pas encore apparu là, ouais. Donc vous tracez la courbe, hein, en suivant les consignes par rapport aux échelles, et ensuite, voilà, ça y est, ça apparaît, ensuite vous avez des questions à répondre. Donc il y a le vert, niveau vert, il y a le niveau orange, niveau rouge, et moi je vous demande de m'envoyer le niveau vert. Hein. Vous pouvez faire les autres pour vous entraîner. Après il y a il y a des enquêtes, hein, presque des enquêtes policières. Là on a 3 courbes, il faut arriver à dire ce que c'est, en suivant les informations qui sont indiquées dans le texte au-dessus. Et puis après, il y a aussi encore une petite enquête comme ça, c'est qu'il y a eu un problème dans un laboratoire et donc il faut essayer de répondre pour savoir quelles sont les substances par rapport à un petit scénario de fenêtre qui a été restée ouverte la nuit. Donc vous verrez tout ça tranquillement. On a des problèmes pour se prendre un peu la tête avec là, mais avec les connaissances, on peut maintenant arriver à répondre à des problèmes assez
assez sophistiqué, disons. Hein. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, ben, je suis prêt à y répondre. Je vais remettre le son pour qu'on puisse dire au revoir. Paramètres de la session. Et puis, bah, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous a permis de bien comprendre tout ça. Hein.